Bonjour à tous. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc aujourd'hui, on organise un événement sur la robotique au service du bien public avec Cyril Cabara qui sera donc notre speaker de ce soir. Il est le cofondateur de Shark Robotics. Donc alors Cyril, vous avez pas le son. Ah voilà, c'est donc, je me présente, je suis Stéphanie Hamet, je m'occupe de la communication de HR Team. Pour vous présenter brièvement HR Team, on est une ESN, donc une entreprise de services numériques de 800 personnes. On est présent sur tout le territoire national, mais aussi en Belgique, et on fait de la prestation de services d'assistance technique auprès de 300 entreprises sur tout le territoire. Donc, on est multisectoriel, donc on travaille avec tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. Donc, on travaille à la fois avec de la start-up, de la PME et du grand groupe. On réalise aussi 64 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est accompagné par le fonds d'investissement de Roland Berger qui s'appelle BN Capital. Donc, on organise assez régulièrement des événements comme ça qui mettent en avant des personnes clés de l'écosystème tech. Le mois dernier, par exemple, on a reçu le fondateur de Datacalab, qui est la startup qui reconnaît le port du masque pour la RATP. Avant ça, on a reçu Luc Julia, le créateur de Siri. On a aussi reçu Jean-Baptiste Kempf, le fondateur de VLC, et encore Tai Chris et bien d'autres. Donc aujourd'hui, on est là pour recevoir Cyril Cabara. Donc Cyril Cabara, comme je le disais, c'est le cofondateur de Shark Robotics. Shark Robotics, c'est un spécialiste français de la robotique terrestre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les robots sont entièrement conçus en France et à La Rochelle. Je crois que vous êtes 100% made in La Rochelle, Cyril. Vous avez notamment beaucoup fait parler de Shark Robotics à deux occasions. La première, c'est avec votre robot Colossus qui a permis d'aider à éteindre les flammes lors des incendies de Notre-Dame de Paris en 2019. Et plus récemment, vous avez conçu un deuxième robot qui est un robot décontaminateur de la Covid-19. Euh, donc voilà, donc on a beaucoup entendu parler de ces deux robots. Votre but, c'est de faire en sorte d'éloigner l'homme du danger. Et c'est justement du coup le thème de cette conférence, donc sur la robotique au service du bien public. Donc Cyril, je vais vous laisser la parole. Suite à ça, je reprendrai la parole, je vous poserai quelques petites questions et suite à ça, ce sera au public de vous poser directement leurs questions. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci de me permettre d'intervenir lors de cette conférence organisée par HR Team. Donc, je suis très honoré d'être là avec vous et de pouvoir vous présenter un petit peu Shark Robotique et de pouvoir débattre et d'échanger avec vous autour des sujets liés à la robotique. Je vais essayer de partager un document, si j'y arrive, qui servira de support un peu à mes propos, Stéphanie. Hop. Bien, Alors, vous me dites si vous le voyez. on voit bien, ouais, OK. parfait. Donc effectivement, comme le disait Stéphanie, donc Shark Robotique est le spécialiste français de la robotique terrestre. Donc c'est une société qui a été créée par Jean-Jacques Topalian et moi-même en 2016 à l'époque. Donc on était 13 collaborateurs quand on a commencé l'aventure. Aujourd'hui, on est 38. Et la spécificité de Shark, c'est qu'effectivement, dès l'origine et dès la création, on a pris la stratégie et le choix de faire du 100% Made in France. Donc ça a été des coûts importants au départ et au démarrage. Néanmoins, on avait cette volonté de bénéficier de tout l'écosystème lié à la production robotique afin de bénéficier, je dirais, d'agilité et de souplesse pour répondre aux besoins des clients et des utilisateurs. Aujourd'hui, donc au sein de Shark Robotique, on intègre vraiment toute la chaîne de valeur, hein, à savoir donc le bureau d'études, recherche et développement où va se faire donc tous les dessins, la mécatronique, donc la conception des robots, le bureau software et intelligence artificielle où on va intégrer toute l'intelligence embarquée au sein des plateformes, l'atelier d'usinage avec 1700 mètres carrés, j'en parlerai après. Et enfin, on a tout ce qui est bien sûr assemblage, intégration. Puis, une fois qu'on a livré nos robots, il y a toute la partie donc SAV et maintien en condition opérationnelle, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, pour rentrer un petit peu dans les détails sur Shark Robotique,
Effectivement, comme je vous le disais, donc le bureau d'études R&D est composé de 7 ingénieurs qui dessinent sur SolidWorks, donc c'est ce qui permet de faire du dessin assisté par ordinateur. Et ça va être vraiment toute la matière grise pour concevoir et assembler des plateformes qui répondent à des besoins des utilisateurs finaux, que ce soit dans la sécurité incendie, la défense ou le domaine industriel. Donc on fait beaucoup de dessins, de tests de matériel, de prototypes, que ce soit de caméras, de systèmes de transmission, de systèmes vidéo jour-nuit. Donc il y a pas mal de tests sur de l'électronique embarquée et toute la conception se fait chez nous. Ensuite, effectivement, donc on a intégré récemment le bureau software et intelligence artificielle pour venir, je dirais, permettre au robot d'effectuer des tâches, d'accord, lorsque celui-ci n'est pas téléopéré. On va dire qu'à 90%, on fait des plateformes qui sont donc téléopérées par l'homme, et à 10-15% à peu près, donc on va pouvoir intégrer des briques d'autonomie, de manière à donner de la navigation autonome, de la mémorisation de position, tout ce qui est reconnaissance 2D, 3D d'un environnement. Donc le robot va faire du mapping et vous donner une cartographie en temps réel. Et on intègre aussi tout ce qui est computer vision, c'est-à-dire c'est la faculté, la capacité au robot de pouvoir détecter, par exemple, via ses caméras tout seul, un feu, détecter voilà, une menace. Donc ça se fait par la computer vision. Et enfin, tout ce qui est NLP, donc Natural Language Programmer, c'est la capacité de donner des ordres à son robot, des ordres simples, typiquement avance, stop, arrête-toi, pour éviter d'avoir les mains sur son contrôle commande. Donc voilà un petit peu les domaines liés au software et à l'intelligence artificielle et on aura l'occasion de revenir dessus. La particularité après de Shark, c'est qu'on a toute l'usine de production. Donc tout ce qui est atelier d'usinage, on a plus de 1700 mètres carrés qui nous permettent en fait de produire de A à Z le robot. D'accord? Donc on travaille sur différents types d'alliages, que ce soit de l'aluminium aéronautique, du POMC, c'est du plastique chargé, de l'inox. En fonction du domaine, voilà, on va prendre le matériau, je dirais, le plus adapté et on va venir usiner, fabriquer pour justement satisfaire les besoins. Alors, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on a pris cette stratégie en fait de fabriquer en France? Là où différents, je dirais, dans l'écosystème de robotique, aujourd'hui, on est les seuls en Europe à bénéficier d'un véritable outil de production et de maîtriser toute la chaîne de production en France. Pourquoi? Parce que on voyait un petit peu dans l'écosystème robotique, pas mal font sous-traiter, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Chine, etc. Ça nécessite des délais parfois plus longs quand il faut faire preuve de réactivité, se retourner sur certaines demandes par rapport à des clients. Et aussi, on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid, avec la fermeture des frontières et les difficultés d'approvisionnement. euh, voilà, le fait d'avoir un retour à l'industrialisation, à la territorialité, nous a permis, nous, de continuer de produire et de livrer nos clients, même durant, je dirais, les phases les plus dures de la crise du Covid. Alors ensuite, on intègre tout ce qui est assemblage, intégration, contrôle qualité. Bien sûr, donc ça, c'est toute la phase de montage des plateformes, que ce soit mécanique ou électronique. Enfin, je dirais, ce qui nous différencie par rapport aux concurrents aujourd'hui, qu'est-ce qu'une plateforme ou un robot, ça reste un vecteur avec des chenilles, des roues. Donc aujourd'hui, il faut trouver des moyens de différenciation par rapport, par exemple, au marché asiatique, où il y a énormément d'entreprises chinoises qui proposent des robots low cost aujourd'hui. Donc on a pris le choix dès le départ de se positionner sur un segment de haute qualité. Et pour ça, c'est parce qu'on maîtrise toute la chaîne de traction. La chaîne de traction, pour vulgariser un petit peu, c'est le moyen de dire comment est-ce que mon robot ou ma plateforme va pouvoir emmener le plus lourd possible, donc le poids le plus lourd, le plus longtemps en consommant le moins d'énergie. Je dirais, en ayant et en réalisant ce triptyque-là, c'est ce qui nous permet de nous différencier aujourd'hui face à des entreprises américaines ou israéliennes, puisqu'on est très souvent en concurrence sur les marchés export avec ces entreprises-là. Donc, si on prend un robot Colossus, par exemple, c'est celui qui a éteint le feu dans la cathédrale de Notre-Dame, on a plus de 3000 Nm de couple, ce qui correspond, par exemple, à peu près à 5 BMW X5, les SUV, là, si on prend un ordre de comparaison. Voilà. Donc l'objectif chez Shark Robotics, il n'est pas de remplacer l'homme, il est bien d'éloigner l'homme du risque. Donc on part du principe que l'outil robotique est un moyen voilà, d'élonger, on va dire d'élongation du bras humain pour pouvoir faire des missions, différentes missions, qui sont donc, les différentes missions que vous voyez à l'écran. Donc on a commencé dans la lutte contre les feux explosifs et chimiques, le transport d'équipements et de matériel lourd, l'analyse de la détection, la manipulation répétitive. D'accord? Et on intervient
sur donc tous les domaines d'application que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de manière générale la sécurité civile et la défense, et tout ce qui va être industrie, nucléaire ou BTP. La particularité aussi, c'est que tous nos robots sont développés grâce au retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on associe les utilisateurs finaux, hein, que ce soit la BSPP, donc la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, avec qui on a développé le robot Colossus, le RAID, enfin les unités d'intervention, ou même les forces spéciales avec qui on travaille beaucoup, on les associe dès le départ dans le processus d'ingénierie, puisqu'on reste des roboticiens. Aujourd'hui, on n'a pas forcément l'expertise ou l'expérience d'un démineur ou d'un sapeur-pompier, donc on vient vraiment l'associer dès le départ dans une boucle d'ingénierie très courte pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on appelle son rétex, d'accord, dans le jargon militaire, donc le retour d'expérience et la connaissance de ces opérateurs. Alors aujourd'hui aussi, ce qui différencie Shark sur le marché par rapport aux autres entreprises, c'est que tous nos robots sont battle proven. Donc c'est une expression anglo-saxonne qui signifie que nos robots sont certifiés au combat. On a à peu près une utilisation de nos robots une dizaine de fois par semaine sur des opérations réelles. Donc quand on entend opération réelle, c'est-à-dire le robot est déployé, que ce soit avec des sapeurs-pompiers, comme vous le voyez là sur les photos, ou bien dans le cadre d'opérations militaires ou industrielles avec différents industriels du CAC 40. Donc voilà, on a différentes thématiques et différents exemples d'intervention. Donc comme on le voyait avant, hein, par exemple, un robot Colossus est intervenu plus de 8 heures dans un parking à Choisy-le-Roi avec une température à plus de 600 degrés. Donc là, typiquement, qu'est-ce qui se passait? Les pompiers ne pouvaient pas rentrer au cœur du parking, un parking sur 2 niveaux avec à peu près 200 véhicules qui brûlaient. Ils ont été obligés d'envoyer le robot a pénétré dans le parking et grâce à sa caméra thermique permettait de localiser donc les zones chaudes pour pouvoir les traiter et les neutraliser en premier et surtout chercher les blessés au sol pour pouvoir les évacuer par les sapeurs-pompiers. Donc on vient vraiment avoir un outil robotique qui va être au service de l'homme et venir l'assister dans ses missions. C'est comme ça qu'on voit les choses. Donc notamment là, on a déployé 4 robots de plus à Paris. Donc vous savez qu'il y a l'élongation des travaux du Grand Paris. Hein, donc il y a 400 km de galeries souterraines avec le métro parisien. Donc, on a des robots Colossus en fait qui permettent de transporter du matériel, d'évacuer des blessés en cas de sinistre et de transporter aussi des bouteilles d'air pour pouvoir justement apporter de l'air respirable, que ce soit aux ouvriers qui travaillent et demain aux potentiels passagers qui seraient coincés dans des galeries. Donc bien évidemment, comme l'a dit Stéphanie, un événement qui a été très médiatisé, qui a été l'intervention à l'occasion du feu de la cathédrale Notre-Dame. Donc pour la petite histoire, en fait, donc les sapeurs-pompiers ont été déployés à l'intérieur de la cathédrale avec des températures extrêmes. On a pas mal d'amis là qui étaient déployés lors de cette opération. Et à partir d'un moment, si vous voyez bien l'image à gauche, hein, on voit effectivement des coulées comme de la lave. Hein. Donc ça, c'est du plomb qui fond et qui est mortel tout simplement hein, si on se le prend dessus. Donc à partir de là, le général Gallet, à l'époque, qui commandait la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a ordonné à tous les hommes donc, de se retirer et de s'extraire de la cathédrale et ont projeté le robot qui est intervenu pendant 10 heures dans des températures dépassant les 800 degrés. Donc voilà. Si on parle rapidement un petit peu de nos robots catalogues, et aujourd'hui, donc Shark Robotics a un business model en 2 étapes. Soit on propose des robots catalogues qui sont industrialisés, sur lesquels aujourd'hui, au coup de sifflet, on est capable de produire et de livrer, que ce soit en France ou à l'export, ou alors des réponses spécifiques à des entreprises comme Total, comme Orano dans le nucléaire ou dans le domaine spatial ou autre. Hein. Et ils viennent nous voir en nous disant, voilà, nous avons une problématique dans un domaine spécifique. Comment y répondriez-vous par une problématique ou une réponse robotique? Donc, sur les robots catalogues, donc on a le robot Colossus effectivement qui a été conçu pour être je dirais comme un gros Lego, c'est-à-dire un vecteur, et vous allez pouvoir assembler toutes les options que vous le souhaitez sur le robot, que ce soit donc vous voyez le canon peut se retirer en 30 secondes, la tourelle pareil, le bélier, donc c'est vraiment un vecteur et en fonction des missions et des besoins, les sapeurs-pompiers en 30 secondes sans utiliser d'outils vont pouvoir changer directement chaque option, donc enlever un canon, mettre une panière, mettre un porte-brancard pour évacuer des blessés. Et ce qui fait la spécificité aujourd'hui du robot Colossus par rapport à des robots américains ou des robots israéliens, c'est qu'on arrive quand même à tenir 12 heures d'autonomie et qu'on a quelque chose qui est déployé sur le terrain, qui ne nécessite pas d'avoir une caisse à outils pour l'opérateur qui va l'utiliser. En se disant, mince, je dois changer d'outil, ok, d'option, il faut que je démonte, etc. Donc ça se veut vraiment le plus facile d'emploi possible. Et c'est comme ça qu'on conçoit nos robots.
La mule Barracuda, qui est une mule donc, qui a été développée avec les forces spéciales et l'état-major de l'armée de terre pour répondre à un besoin qui est celle de la capacité d'alléger aujourd'hui les fantassins qui portent très lourd, hein, ou je dirais à la fois les unités spécialisées, mais également les fantassins de l'armée régulière. Donc le but, c'est de pouvoir les alléger dans leur mission et aussi évacuer les blessés lorsqu'ils sont au contact, pouvoir les évacuer à une centaine de mètres avant qu'ils soient pris en compte par des unités d'intervention spécialisées sanitaires. Donc c'est un robot qui est doté d'intelligence, d'intelligence embarquée, comme du follow me, c'est-à-dire que le robot va être capable de vous suivre et vous allez progresser devant. Le robot va être capable de se déployer à des GPS, donc à des waypoints spécifiques en transportant du matériel, en évacuant des blessés. Et la particularité de ce robot-là, effectivement, c'est qu'il a été conçu pour être aérotransportable dans les hélicoptères de l'armée française, hein, notamment les NH-90. Alors, après, effectivement, on a développé un système, hein, vous pourrez me dire, mais qu'est-ce que c'est finalement? On n'a pas un robot. Ça, pour la petite histoire, donc on l'a développé vraiment en partenariat avec les douanes. Donc les douanes sont venus nous voir un jour, ils nous ont dit, écoutez les gars, c'est fantastique ce que vous faites, mais ça nous sert à rien. Nous, on a besoin d'arrêter des voitures. Donc aujourd'hui, on n'a que des herses manuelles, ou alors il existe des herses pneumatiques, c'est-à-dire c'est des herses à gaz avec un compresseur, et enfin ça nécessite un compresseur pour recharger. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de grosse boîte, hein, qui fait 40 kilos. Vous appuyez sur un bouton à peu près à 200 mètres et vous allez déployer donc ce pantographe avec un tapis de clous dessus. Le véhicule va rouler sur le pantographe et vous allez crever les pneus de tout type de véhicule en moins de 2 secondes. Donc ça permet de neutraliser les grosses berlines, hein, lorsqu'elles font des go fast, mais aussi aujourd'hui d'équiper toutes les douanes de France, puisqu'on a remporté un marché national pour livrer plus de 200 systèmes à toutes les douanes de France. On équipe également différentes unités d'intervention, que ce soit la BRI, le RAID ou encore le GIGN pour des opérations particulières. Donc on est quand même sur un outil robotique, mais effectivement qui n'a pas la forme ni la ressemblance avec un drone terrestre. Alors ensuite, on a développé le Rhino Protect, hein, qui est le petit frère du Colossus, c'est-à-dire c'est un robot qui fait à peu près 200 kg, donc qui est moins lourd que le Colossus qui en fait 500 et qui a été dimensionné pour tout ce qui est feu logistique, feu industriel, feu agricole. Aujourd'hui, sur le marché, on savait que le robot Colossus est quand même un engin assez volumineux qui va être utilisé dans les grandes métropoles. Et on s'est dit, voilà, de manière à conquérir le reste des services de secours en France ou à l'export, qui ont potentiellement moins de budget et qui font face à des menaces spécifiques dans le domaine de l'agriculture ou de la logistique ou encore de l'industrie, on va avoir un petit robot, mais avec encore une fois la même modularité. On va pouvoir mettre un porte-brancard, mettre une panière, donc c'est ce que vous voyez ici, une tourelle vidéo avec caméra thermique. On va pouvoir faire de la détection de gaz, etc. Donc ça se veut vraiment dans un esprit de modularité assez forte. Alors sur ce vecteur-là, on a aussi développé différents kits, hein, de décontamination à l'occasion de la crise du Covid-19. Et aussi, on a passé un partenariat avec une société qui s'appelle UV Germi, qui permet donc de décontaminer à la fois l'air et les surfaces. Alors enfin, on développe aussi des sociétés, enfin des robots de déminage, hein, qui interviennent dans différents secteurs. Donc là, vous voyez par exemple un robot polyarticulé à 4 chenilles équipé d'un bras 7 axes. Euh, donc pourquoi cette configuration-là? C'est parce que ce robot en fait à 4 chenilles permet vraiment d'avoir une grande mobilité sur les terrains accidentés, sur les escaliers, de franchir et aussi d'avoir énormément de force, hein, pour pouvoir ouvrir la porte d'un véhicule, la forcer si nécessaire et aller regarder ce qu'il y a dedans. Alors ensuite, hein, quand on passe un petit peu pour vous présenter les projets au sein de Shark Robotics qui sont plus liés à des robots catalogues, mais sur des demandes spécifiques. Donc là, par exemple, on a réalisé un projet pour Orano, donc dans le nucléaire, hein. Donc ils étaient venus nous voir il y a 3 ans, nous disaient, voilà, globalement, on a des conteneurs avec des matériaux faiblement radioactifs, mais bon, quand même radioactifs, donc avec un risque potentiel. On a besoin d'une plateforme qui va être capable donc, de passer sous les conteneurs. Donc, on l'a équipé de roues holonomes, hein, c'est ce que vous voyez là, et doté d'un petit laser qui a été fabriqué et développé par l'Institut Jules Verne de recherche technologique, va permettre de scanner le conteneur, de faire des mesures, ce qu'on appelle GGR, c'est-à-dire voir s'il y a des fuites radioactives, et surtout de scanner pour regarder un peu l'état du conteneur et savoir s'il a pris des chocs pendant le transport, etc.
On travaille aussi sur des robots plus lourds pour le centre de traitement des déchets à La Hague, donc où là, on a des robots, donc comme vous le voyez ici, qui permettent en gros de travailler sous l'eau pour pousser de la matière radioactive vers un grappin. Et celui-ci, cette matière radioactive, donc dans des gros silos qui sont sous l'eau, la matière est extraite du silo et va être décontaminée sur toutes les grandes tables de décontamination à La Hague. Donc, comme vous le voyez, en fait, bon, c'est un projet qui peut paraître assez simple. En réalité, ça ne l'est pas trop, puisque le robot étant en contact de matière radioactive, il doit être pensé pour être très simple de maintenance. Donc, en fait, un petit peu comme en Formule 1, le robot va pouvoir se démonter très facilement, puisque les hommes ne vont pas pouvoir être au contact du robot. Et toute la maintenance va être faite par des bras télémanipulateurs à l'intérieur de ce qu'on appelle une enceinte blindée. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez pas d'aspérité sur le robot, c'est pour permettre la décontamination plus facile. Alors on a différents projets aussi pour l'automatisation des instruments de guerre électronique sur les aéronefs Tigre, Rafale M3 ou Alpha Jet. Donc là le but c'est un petit robot qui fait le tour avant décollage de l'appareil, qui vient scanner tous ces instruments de guerre électronique, c'est ce qui vient protéger l'aéronef en fait pendant ses vols pour éviter d'être attaqué potentiellement par des missiles solaires et surtout d'être localisé. Donc la torche que vous voyez ici, l'appareil, en fait, vient flasher les instruments de guerre élec et vient vérifier s'ils sont opérationnels avant le décollage. Alors on travaille aussi donc avec les forces spéciales sur des robots porte-cibles qu'on a développés. Le but étant de rendre l'entraînement au tir le plus représentatif potentiellement, enfin le plus représentatif des opérations de déploiement en opération extérieure. Donc la particularité, c'est que ce robot-là, permet d'être utilisé en milieu indoor, donc c'est-à-dire intérieur, et aussi sur des champs de tir extérieurs. Donc on a vraiment travaillé beaucoup là-dessus avec les forces spéciales pour éviter tout ce qui est ricochet quand on est en milieu indoor et on ne veut pas voilà, potentiellement blesser quelqu'un de la colonne. On a travaillé aussi pour intégrer des briques d'intelligence dans le robot, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer sur un robot. Le deuxième va venir se positionner en fait en appui et vont simuler des scénarios potentiels que feraient des fantassins ennemis sur le terrain. Voilà. Alors, pour résumer, parce que je ne veux pas durer non plus trop longtemps, Shark Robotics aujourd'hui, donc on est dans le top 3 des entreprises de robotique terrestre en Europe. La particularité, effectivement, c'est qu'on a à peu près une dizaine d'interventions par semaine avec nos robots sur des opérations réelles où le robot arrive vraiment en soutien de l'homme. On innove quand même pas mal et c'est ce qui fait notre force puisqu'on a 4 nouveaux robots développés chaque année et en moyenne on dépose à peu près une vingtaine de brevets chaque année. Et enfin on joue et je dirais c'était au cœur de notre stratégie que de vraiment de faire valoir la spécificité française en matière de robotique et de jouer à fond sur le Made in France. On a un vrai savoir-faire, on a des vraies compétences et on essaie vraiment de les mettre en avant le plus possible à l'export aujourd'hui. Donc voilà pour la petite présentation. J'ai essayé d'être le plus court et le plus exhaustif possible. Voilà, donc Stéphanie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc, juste pour expliquer un petit peu comment ça va se passer, effectivement, je vais vous poser quelques questions. Et pendant que je pose des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat toutes les personnes qui souhaiteraient poser des questions à Cyril. Et suite à mon intervention, du coup, on vous donnera la parole pour que vous vous adressiez directement à Cyril Cabara. Donc, ma première question, Cyril, elle est assez simple. Donc, il existe aujourd'hui différentes définitions de robots. Donc, pour certains, les robots doivent être polyarticulés et donc ressembler à l'être humain. Pour d'autres, un robot, ça peut aussi être le mixeur, par exemple, dans ma cuisine. Encore pour d'autres, un robot doit être absolument doté d'intelligence artificielle. Du coup, je voulais savoir, selon vous, quelle est votre définition d'un robot? Alors, chacun a un petit peu sa définition d'un robot. Néanmoins, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, quand on prend un petit peu les besoins des utilisateurs dans différents secteurs, que ce soit la sécurité, la défense ou le domaine industriel, on s'aperçoit qu'un robot, c'est avant tout un système mécatronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mécatronique, c'est un nom un peu barbare, qui va être un petit peu le mariage de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. D'accord? Donc globalement, voilà, c'est ce qu'il va y avoir dedans. Et ce système mécatronique va être conçu pour accomplir des tâches.
donc des tâches de manière générique, hein. Ça veut dire potentiellement, par exemple, imiter un homme. Ça peut être aussi imiter un animal, hein, comme le fait le robot Spot de Boston Dynamics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de tâches usuelles derrière. On va chercher quelque chose. Ça peut être effectivement, comme vous le dites, Stéphanie, un usage précis comme mixer des fruits ou des légumes, hein. C'est un robot. Et ça peut être aussi via un vecteur ou ce qu'on appelle des drones terrestres pour effectuer là, je dirais, des usages précis et des missions particulières. Typiquement, éteindre un feu, transporter du matériel, ou bien encore, on va parler d'un robot sur les chaînes d'assemblage, hein, quand vous avez des robots KUKA ou des Braille Waskawa qui vont visser des boulons sur une chaîne d'assemblage dans les usines Renault, par exemple. Donc, c'est une définition assez large. Aujourd'hui, chacun a un petit peu sa propre définition. Mais globalement, c'est un système, voilà, avec de la mécanique, de l'élec et de l'informatique, qui permet d'accomplir des tâches. Voilà. Ok, merci pour cette définition. Maintenant, j'ai deux questions aussi autour des mythes autour de la robotique. Donc, le premier mythe, vous en avez un petit peu parlé, c'est le fait que les robots viendront remplacer les hommes, notamment dans le monde du travail. Donc, aujourd'hui, la Fédération internationale de robotique indique que pour 10 000 employés dans le secteur industriel en 2018, il y a 774 robots en Corée du Sud, 338 en Allemagne et en France, ce score s'élève à 154. Donc 154 robots pour 10 000 employés. Du côté de notre quotidien, la société SoftBank Robotics a annoncé que plus de 20 000 robots allaient intégrer 70 différents secteurs. Donc ça peut passer de l'éducation à la santé, à la vente et au tourisme. Donc, on entend très souvent parler de cette peur que voilà, les robots vont nous remplacer dans le monde du travail. Est-ce que vous, quel est votre point de vue sur cette question? Alors, effectivement, c'est une très bonne question et je dirais, c'est une des peurs systématiques, notamment en Europe, hein. On le voit un peu moins en Asie, puisque je dirais, enfin, sur le marché chinois, par exemple, ils ont une acuité, et comment dire, une appétence pour la robotique qui est beaucoup plus forte. Néanmoins, si on parle du côté franco-français ou du moins européen, on peut voir qu'il y a une résistance qui est un petit peu plus développée. Notamment quand on voit un robot arriver en se disant, voilà, dans son entreprise ou dans sa thématique. Euh, pour vous donner un petit exemple, hein, quand on a commencé en 2016 avec le premier robot Colossus, on faisait un petit peu la tournée des popotes pour aller présenter le robot. On n'a pas forcément eu que des accueils chaleureux avec des grands sourires quand on arrivait dans les centres de secours, parce qu'effectivement, la première réaction, c'était soit, ce robot va être incapable de réaliser une mission d'extinction de feu. Pourquoi? Parce que les sapeurs-pompiers sont des gens normaux, hein, qui sont assez fiers, qui risquent leur vie tous les jours. Donc ils se disent, voilà, c'est impossible. Donc ça, déjà, j'y crois pas. Et la deuxième chose, c'était de dire, voilà, potentiellement, est-ce qu'il va pas me prendre mon travail? Donc, il a vraiment fallu évangéliser, faire preuve de pédagogie, pour leur dire, voilà, attention, c'est un outil au service de l'homme. Et surtout, l'homme reste au cœur de la boucle décisionnelle. C'est-à-dire que c'est le sapeur-pompier qui connaît son expertise métier, qui connaît sa typologie, qui bénéficie d'une grande expérience, qui va savoir si, par exemple, voilà, dans un sinistre, on va plus passer par la droite, plus passer par la gauche, telle typologie de feu. Ça, le robot ne sera pas capable de le faire. Et le robot va vraiment être un outil qui va lui permettre d'éviter de prendre trop de risques et de l'alléger dans ses missions, faire en sorte qu'il porte moins longtemps, moins lourd, qu'il soit plus réactif et qu'il se concentre sur les missions à haute valeur ajoutée. Donc globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est maintenant pris en compte, je dirais, dans les cadres d'emploi. Lorsque les pompiers utilisent un robot, ils ont l'habitude, ils disent OK, c'est un outil, mais au départ, ça n'a pas été si simple. Et une des démarches qu'on a pris en compte pour pouvoir, je dirais, faciliter l'acceptation, ça a été vraiment d'associer le sapeur-pompier, donc l'utilisateur final, dès le début de la démarche d'innovation, en lui disant, voilà, on n'a pas la solution parfaite, mais on a besoin de vous pour la trouver. Et le fait de dire à un sapeur-pompier, ou quel qu'il soit, hein, ça peut être un opérateur d'un secteur industriel, l'associer dans la démarche de création et d'ingénierie permet de se dire, voilà, j'ai apporté ma connaissance, j'ai apporté mon savoir-faire dans cet outil robotique, donc l'acceptation va être beaucoup plus simple in fine. Et une fois même, quand le robot est livré chez le client,
ça devient un ambassadeur finalement de cette solution-là parce qu'il se dit, il y a mon savoir-faire dedans, il y a mon expertise et donc je l'accepte beaucoup plus facilement et je vais travailler avec aussi beaucoup plus facilement. Donc ça a été une des voies qui nous ont permis aujourd'hui d'équiper plus d'une dizaine de robots pompiers en France, par exemple. Donc, et le deuxième mythe qui est aussi autour des robots, c'est le fameux mythe aussi des robots tueurs. Donc, dans la science-fiction, les robots doivent répondre à la loi d'Asimov. Donc, c'est des règles, 3 règles qui encadrent l'utilisation des robots. Donc, ils ne doivent pas faire de mal pardon, à un être humain. Ils doivent obéir aux ordres donnés par un être humain et ils ne peuvent pas faire de mal à l'humanité. Aujourd'hui, on entend parler, par exemple, dans l'armée de robots qui pourraient décider d'eux-mêmes, par exemple, quand ils vont tirer, prendre eux-mêmes cette décision. Est-ce que justement aujourd'hui les robots sont assez encadrés d'un point de vue peut-être juridique et légal pour éviter ce fameux robot tueur? Alors aujourd'hui, la réponse va être oui et non. C'est-à-dire, tout dépend les pays. Aujourd'hui, vous prenez le cas européen ou le cas français, il y a une directive qui est très claire, qui est celle de ne pas avoir de robot tueur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un robot tueur? Aujourd'hui, si on parle d'une plateforme téléopérée, ça n'est pas un robot tueur, puisque l'homme reste dans le cœur du processus décisionnel et le choix de tirer ou non, ou d'appuyer sur la queue de détente, hein, réside bien dans l'homme. Donc, on le voit, hein, ça fait depuis, une quinzaine d'années, je dirais peut-être pas 15 ans, une dizaine d'années qu'il y a ce qu'on appelle des moyens téléopérés, hein, dans les armées françaises. Donc ça veut dire que l'opérateur est déporté et votre tourelle téléopérée, qui est un moyen robotisé en quelque sorte, hein, va être capable donc de faire feu, à la commande de l'opérateur. En revanche, quand on parle de robot tueur, effectivement, et vous l'avez bien dit, c'est dans la cinématique de localiser, détecter et faire le choix de faire feu sur une cible donnée. Donc ça, effectivement, il y a des pays qui travaillent dessus, hein, comme la Russie, la Chine, l'Inde. Euh, Ça avance très vite. Aujourd'hui, c'est pas une voie politique. Et je dis bien politique parce que c'est des décisions à ce stade-là qui sont prises, d'orienter ou pas l'industrie, et ça ne fait pas partie des orientations stratégiques européennes en la matière. Donc l'Europe et la France, hein, en particulier, avec le discours d'Emmanuel Macron et de Florence Parly, a pris le choix de dire, voilà, on ne développera pas de composantes terrestres ou aériennes, hein, avec la capacité de tirer seul dans le cadre d'une mission. Ok, très bien. Donc merci déjà pour ces 2 réponses. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions plutôt sur Shark Robotics. Donc vous avez reçu un trophée de la part de la American Society of Mechanical Engineers suite aux incendies de Notre-Dame de Paris, ce qui vous a permis de vous faire aussi connaître outre-Atlantique. Donc vous avez été suite à ça contacté par Boston Robotics, qui est un géant américain de la robotique et qui a créé, vous en parliez tout à l'heure, le robot Spot. Et c'est justement avec Boston Dynamics que vous avez fait un partenariat pour créer le robot Rhino Protect, qui est le robot décontaminateur. Donc déjà, comment s'est réalisé ce partenariat? Quelle a été la prise de contact? Alors là-dessus, c'est assez drôle, c'est que donc effectivement en mars dernier, donc il y a un an, hein, en plein dans la crise du Covid en France, euh, je reçois un mail, hein, que je mets au départ à la poubelle sans faire gaffe. Et en regardant un petit peu plus tard avec mon associé, je me dis, mais en fait, l'architecture mail, il y a quand même marqué Boston Dynamics dedans. Donc je vais quand même l'ouvrir et regarder ce que c'est. Et effectivement, en fait, ils ont pris contact avec nous en mars, il y a un an maintenant, euh, en disant la chose suivante. Voilà, on vous avait identifié à l'occasion du Feu de Notre-Dame et bravo pour le prix de la société américaine de mécatronique, hein. Donc ça correspond un peu à un label de robotique aux États-Unis. Donc ils le suivent beaucoup. Et ils disent, voilà, on a été, par une pure coïncidence, en fait, un des collaborateurs qui s'appelle Marco, qui est devenu un très bon ami, qui est un ingénieur chez Boston, était à Paris, en fait, pendant le feu de la cathédrale Notre-Dame et avait pu voir intervenir le robot Shark. Et leur composante était la suivante. Ils ont un robot, donc chien, que vous connaissez tous, j'imagine, qui s'appelle le robot Spot de Boston Dynamics. Donc on le voit dans plein de choses aujourd'hui, avec la problématique
suivante. Vous en parliez tout à l'heure, Stéphanie, quand on conçoit un robot, on n'a pas forcément un usage clé comme votre robot mixeur. Et ça a été le cas de Boston Dynamics quand ils ont développé ce robot-là. Ils se sont dit, on va viser la prouesse techno, on va faire un robot chien, mais on ne sait pas à quoi ça va servir. Il n'y aura pas de mission derrière. Ce qui n'est pas du tout notre stratégie. Aujourd'hui, quand nous, on conçoit un robot, on part du besoin final. On va voir l'utilisateur, on dit quelles sont vos problématiques. OK, comment on peut y répondre avec un robot? Et ça, cette démarche-là, on a fait en amont. Et Boston Dynamics, lui, a inversé en disant, je vise la prouesse technologique, j'injecte plus de 60 millions d'euros dans le développement de Spot, et ensuite je verrai à quoi ça sert et on trouvera des cas d'usage. Et donc ils viennent nous voir en mars en disant voilà, on cherche des cas d'usage pour Spot. On a vu que vous avez développé en 3 semaines un kit de décontamination avec votre robot, et donc on aimerait faire pareil et que vous nous développez des briques technologiques pour permettre en fait de vendre Spot. Donc de vendre Spot dans de la décontamination, pour vendre Spot dans des missions d'inspection de reconnaissance. Et c'est comme ça en fait qu'on a signé un partenariat technologique avec eux pour développer des briques techno de manière à pouvoir missionner Spot dans différents cas d'usage. Donc les cas d'usage, ça peut être la décontamination, ça peut être de l'inspection, de la reconnaissance pour des forces d'intervention, ça peut être pour les pompiers, hein, quand Spot va faire une petite reconnaissance dans un milieu dangereux, vérifier s'il y a du gaz, des menaces bactériologiques par exemple, à chaque fois qu'on ne veut pas envoyer l'homme. Voilà, donc c'est un petit peu dans le cadre là que s'est fait le partenariat. Ok. Parce que ma deuxième question, du coup, portait sur le fait de, voilà, vous êtes une petite start-up française de La Rochelle pour le moment. Vous étiez vous êtes en partenariat avec, du coup, ce géant américain. Est-ce qu'il y avait de la concurrence ou des sujets autour de la propriété intellectuelle? Mais du coup, je suppose que pas forcément, vu que c'était complémentaire, c'est bien ça? Alors oui, bon, tout le monde dit que c'est complémentaire sur le papier, mais c'est vrai que dans les faits, il faut quand même rester très prudent. Donc aujourd'hui, enfin jusque-là, on n'a pas eu de problème. Néanmoins, c'est pour ça qu'aussi quand même, on fait très attention à la propriété intellectuelle. On développe beaucoup de brevets. Le brevet, hein, c'est pas pour une histoire de valorisation ou faire joli, ça fait classe en cocktail. C'est surtout pour sécuriser en fait des marchés. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une concurrence américaine, israélienne, hein, ils sont très doués, mais surtout chinoise. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un produit qui sort, et on l'a vu même le chien de Spot aujourd'hui, il y a son homologue chinois hein, qui coûte 4 fois moins cher, qui fonctionne très bien aussi, qui est arrivé sur le marché. Et donc la nécessité, grâce à l'INPI notamment, c'est de trouver des briques techno qu'on va pouvoir sécuriser pour protéger, je dirais, son invention, mais aussi son marché derrière. Donc c'est vrai que la relation avec Boston Dynamics, c'est un géant qui a été valorisé donc 1 milliard de dollars lors de la dernière transaction quand ils ont été rachetés par Hyundai. Nous, enfin je veux dire, on est à côté, on est la petite supérette du coin. On n'a pas du tout les épaules pour riposter, donc on fait très attention à ce qu'on partage hein, forcément avec eux. Néanmoins, je dirais que l'ADN de Boston, ça reste des chercheurs du MIT avant tout, hein, faut pas l'oublier. Donc, c'est des gens qui ont quand même une appétence et une réelle volonté dans la collaboration, l'ingénierie et le développement. Et c'est vrai que la collaboration se fait très bien depuis plus d'1 an maintenant avec eux d'un point de vue technologique. Ok, tant mieux. Alors, ma prochaine question, donc on a vu que vous vous êtes adapté quand même très rapidement aux besoins du marché. Donc voilà, Colossus pour Notre-Dame de Paris a pris de la visibilité avec les incendies de Notre-Dame. Le Rhino Protect, du coup, on a l'impression que le Covid la Covid est arrivée et que directement ce robot a été conçu. Du coup, je m'interrogeais un petit peu aussi sur le cycle de production d'un robot, entre l'idée, la conception, le développement, l'industrialisation du produit, combien de temps ça met? Alors, en général, ce qu'on appelle le TRL, hein, le Technology Readiness Level, c'est donc le niveau de maturité d'un robot. On essaie d'aller le plus vite possible entre un TRL 0 et un TRL 6. Donc le 6, donc le 0, le 1 étant l'idée, on va dire, hein, qu'on va griffonner sur un papier, et le 6 étant, donc ça va jusqu'à 9, le 6 étant globalement l'outil qu'on va pouvoir déployer en situation réelle mais qui reste un proto. C'est-à-dire le produit n'est pas forcément fini, n'est pas industriel du tout, mais on va pouvoir le tester dans un environnement réel. D'accord. Entre ce TRL 0 et le TRL 6, on essaye en général
d'avoir un délai entre 3 et 4 mois. Alors selon les produits, attention, ça dépend de la complexité du produit. Mais pourquoi ce besoin d'aller vite? Aujourd'hui, en fait, on avait une nécessité, hein, quand on a créé Shark Robotics en 2016, c'était celle de vendre. C'est-à-dire derrière, quand on a créé la société à l'époque, hein, on a injecté 2 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme, comparé à des colosses américains, israéliens, hein, où en moyenne, quand on prend les sociétés de robotique dans le domaine de la défense et de la sécurité, on est plutôt à des capitalisations en moyenne autour des 250 millions d'euros. Donc, vous voyez, on est à peu près 200 fois moins. Donc, il fallait se dire, OK, on sort un produit et tout de suite, avec un time to market très réduit, OK, pour pouvoir rapidement le vendre et surtout, voilà, faire rentrer de l'argent et du cash flow, hein, pour financer la R&D, payer les équipes, etc. Et aujourd'hui, on a gardé en fait cet ADN qui est de faire preuve de souplesse et d'agilité. C'est ce qui s'est passé en effet, Stéphanie, à l'occasion du Covid, puisqu'en en janvier, donc il y a un an, hein, je rentrais d'Asie où on venait de créer la filiale Shark Asia qui est basée à Singapour. Et je parlais avec mon homologue Benjamin qui est en Asie. Il me dit, écoute Cyril, c'est simple là, le business est en train de s'arrêter complètement. Mais complètement. Et donc là, on prend un coup dans la figure, on se dit: «Mince, tout tombe à l'eau». Donc tous les marchés, sécurité incendie et cetera, à l'époque, hein, tout le monde avait peur et les gouvernements y compris. Donc blocage des fonds immédiat, réduction, on se dit: «OK, on attend», on reporte tous les appels d'offres. Donc on se dit: «Waouh, ça commence comme ça en Asie, qu'est-ce qui se passe si ça arrive en Europe?» Effectivement, ça arrivait en Europe en mars et là, il y a eu un blocage que tout le monde a connu, hein, que vous avez tous connu, qui a paralysé énormément d'instances et qui a paralysé tout l'écosystème dans le business. Et donc, on s'est dit, OK, soit on fait preuve de souplesse et d'agilité pour se retourner rapidement et trouver une solution, soit on est mort, tout simplement. Et du coup, on s'est dit, OK, comment prêter main forte? On voyait que Bercy, à l'époque, cherchait des solutions. Et on s'est dit, bon, on va développer sur un de nos moyens robotisés, qui est le Rhino Protect, une brique pour pouvoir décontaminer en évitant de trop exposer les humains. On voyait que les gens, il y avait eu pas mal de droits de retrait dans des sociétés de nettoyage où les gens disaient, mais attendez, je ne connais pas ce que c'est que le Covid-19, j'ai pas envie de prendre de risques. Vous me dites d'aller nettoyer un train, vous me dites d'aller nettoyer une salle de spectacle, je ne sais pas quel est pour ma santé, pour ma vie, le risque. Et donc dans ce cas-là, on s'est dit, voilà, proposons une solution. Et donc, en 3 semaines, on avait développé cette brique techno. Et ça nous a permis de livrer dans la foulée l'Italie, hein, qui a été très touchée au départ de la crise. On a livré les pompiers napolitains, on a livré Rome, on a livré des entreprises de nettoyage en France, on a livré voilà, plus d'une trentaine de robots au total qui ont permis, nous, en fait, de faire preuve de souplesse et de trouver des marchés relais en attendant que le business reparte. OK, donc une très grande réactivité. Et ma dernière question, c'est récemment, vous avez été nommé par Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, l'une des pointures de la robotique au monde. Donc déjà, qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que ça doit quand même être, ça doit faire plaisir. Oui, c'est sûr, ouais. Et, et deuxièmement, est-ce que du coup, c'est aussi l'occasion de pénétrer le marché américain? Alors oui, bien sûr, on était très fiers, hein, et très honorés de cette invitation par Jeff Bezos aux États-Unis à la base, hein. En fait, il a un événement qui s'appelle Mars, qui est organisé en Californie normalement tous les ans, où en fait il caste à peu près 3000 sociétés et il y a 300 participants. Et sur les 300 participants, vous avez en gros des universitaires, quelques PME qui sont castés pour des spécificités et ce qu'on appelle des Key Investors, donc des gros investisseurs américains, dont Jeff Bezos. Donc on avait été invité en Californie à cette occasion pour présenter le robot Colossus et d'autres technologies dans le domaine spatial pour la robotique spatiale, pardon. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous a donné en fait une très forte visibilité aux États-Unis. Chose intéressante, puisqu'en fait, aux États-Unis, par exemple, quand on prend le marché de la sécurité incendie, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup moins en avance, ce qui est étrange hein, d'ailleurs par rapport à l'hégémonie américaine dans le monde en termes de technologie. Quand on prend la robotique, on s'aperçoit que la France, en fait, était l'un des premiers pays pionniers en 2016 à s'équiper du premier robot pompier. Et aujourd'hui, là où en France, on va avoir une douzaine de robots pompiers en service, aux États-Unis, ils viennent seulement de déployer dans le cadre d'un test le tout premier robot pompier. Donc effectivement, grâce aux équipes hein, de Bezos et aussi en particulier et surtout à Boston Dynamics, aujourd'hui on a un très gros partenaire américain qui nous permet de proposer nos solutions aux États-Unis
et demain, voilà, intégrer, enfin, et commencer à prendre des parts de marché sur le marché US. Ok, très bien. Bon, ben, merci beaucoup pour vos réponses, Cyril. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Louise, je vais te laisser donner la parole aux personnes qui ont posé des questions. Alors oui, alors bonsoir à tous. La première question, du coup, c'était Yann. Donc, est-ce que... Bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, je ne sais pas si c'est des éléments qui sont divulgables, mais juste avoir une idée, en tout cas, de la gamme de prix des robots, puisque je suppose que ça doit être beaucoup de technicité, des brevets, comme vous disiez tout à l'heure. Enfin, c'est quoi l'échelle, on va dire, en général, sur des robots que vous proposez dans les divers domaines dans lesquels vous travaillez? Alors, aujourd'hui, ça dépend vraiment le domaine d'activité. Si on prend par exemple une herse robotisée, on va être à peu près entre 6 000 et 7 000 euros. Vous voyez? Même s'il y a deux brevets dessus, on essaie quand même de faire des technologies, enfin, ou des outils robotiques qui soient accessibles par les institutions, mais aussi les utilisateurs. Vous prenez un robot Colossus aujourd'hui, on va être à peu près, donc on a le robot Colossus, on l'a dimensionné un peu comme une voiture. Vous allez pouvoir acheter la V1, la V2 ou le full option, d'accord? Quand vous allez chez votre concessionnaire auto, en fonction de votre budget, on va vous proposer voilà, la version de base, la version full option, etc. On a fait pareil avec le Colossus. Et aujourd'hui, sur un robot Colossus, on oscille à peu près entre 150 et 200 000 euros. Donc on savait, et c'est une très bonne question, hein, quand on a créé ce produit-là, parce qu'il y a quand même pas mal de techno, il y a des coûts aussi associés en termes de production, en termes de brevets, d'ingénierie, etc. On fabrique aussi nos batteries qui vont dedans parce qu'elles permettent de résister à des très hautes températures, à des vibrations. On savait qu'on n'en vendrait pas 50 en France, hein, pour être honnête, ou même en Europe, et que seulement les grosses métropoles allaient pouvoir potentiellement acquérir ce type d'outils. Et c'est pour ça qu'on a sorti le Rhino Protect, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le petit frère du robot Colossus, et qui lui va aller à peu près dans une gamme de 30 000 à 70 000 euros en fonction des options, quoi. Voilà. Donc on a vraiment des gammes complètes avec des prix différents en fonction des besoins et des utilisateurs et surtout de la typologie de mission. Mais on essaye de manière générale de faire des technologies qui soient accessibles. Euh, Tout le monde, je veux dire, aime bien et moi le premier, hein, enfin, je viens de l'institution militaire à la base. On a vu des super idées sur le terrain où quand elle quitte le laboratoire, malheureusement, enfin, ça a des coûts astronomiques et on la met sur le terrain, bon bah finalement elle se casse en deux. Donc on est vraiment parti sur des technologies robustes qui coûtent le moins cher possible ou du moins où le rapport qualité-coût est le meilleur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour l'info. Alors, deuxième question, c'était Christophe Bragard. Oui, bonsoir. 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 Vous avez présenté vos robots comme des outils d'assistance aux professionnels en termes de sécurisation. Est-ce que vous envisagez, ou vous êtes déjà posé la question sur le marché du grand public, et notamment en termes d'assistance domestique? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des besoins? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, le marché, en fait, aujourd'hui, on est à 100% sur du B2B, donc du professionnel au professionnel. On ne passera pas en B2C. Pourquoi? Parce que pour vous donner un exemple, quand Parrot à l'époque, hein, qui était sur du B2B, est passé en B2C, ils ont tout de suite fait face à la concurrence chinoise, qui est très forte en manière de robots domestiques. Donc, on va avoir en fait dans les robots domestiques, ça va être des robots qui vont être un petit peu souvent en thermomoulage, avec beaucoup plus user-friendly. Nous, on est quand même sur des robots industriels. Vous voyez un robot Colossus, on l'aura difficilement dans son salon, ou un robot Rhino Protect. Et c'est un vrai savoir-faire qui n'est pas le nôtre, que de dimensionner comme un robot Pepper voilà, de SoftBank ou autre, sur lequel va pouvoir assister des personnes âgées, servir ou aider les personnels. C'est un vrai savoir-faire qui n'est pas le nôtre et nous, on tient à rester dans le domaine industriel de la sécurité ou de la défense et on ne passera pas dans le B2C. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je vous en prie. Ensuite, troisième question, c'était François Lerosier. Bonsoir Monsieur Le Cabaret, merci pour votre présentation. Bonsoir. Moi, c'était plus une question un peu plus business pour savoir est-ce que vous aviez des perspectives de croissance, de scale par rapport à vos concurrents et de recrutement pour faire, voilà, tout simplement pour faire grossir votre activité. Merci.
Alors oui, bien sûr, hein, on a des perspectives de croissance, sinon je ne serais pas là, je serais pas là ce soir. Forcément, hein, on est obligé de croître pour rester dans la course vis-à-vis de nos concurrents qui sont très agressifs. Donc effectivement, on est voué à grossir, sinon on disparaîtra. Ça, c'est la première chose. Donc en termes de recrutement, on recrute à peu près entre 7 à 8 personnes chaque année. On a recruté 2 collaborateurs encore la semaine dernière et au cours de l'année. On recrute beaucoup. Néanmoins, ce recrutement, on doit l'allouer en fonction des marchés. Donc le but pour recruter, c'est de gagner des marchés. Et on fait ce qu'on peut, hein, pour en gagner le plus possible actuellement. En termes de scale, effectivement, aujourd'hui, c'est une très bonne question. On est sur un processus de robot en acquisition, c'est-à-dire tout comme un industriel qui vend des voitures aujourd'hui, vous venez nous voir, on vous dit OK, voilà un robot, voilà le prix, vous l'achetez et ensuite on vend ce qu'on appelle du MCO, donc du maintien en condition opérationnelle qui permet d'avoir de la récurrence. Demain, je ne peux pas en parler maintenant, mais le but est d'avoir une offre de service voilà, qui devrait sortir fin d'année au profit des industriels. Voilà. Merci. Quatrième question, donc c'est une question d'Océane, elle n'a pas de micro, donc elle s'excuse, je vais vous lire la question. Je souhaiterais savoir si votre société recrute des alternants et si vous prévoyez de le faire, ou si vous prévoyez de le faire. Oui, bien sûr, on recrute beaucoup d'alternants et de stagiaires de fin d'études, hein, en ingénierie robotique, mécatronique, software, hein, tout ce qui est programmation, développeur logiciel. Pourquoi? Parce on a dans l'ADN, en fait, on est une entreprise très jeune. Pour innover, on est, voilà, et c'est une volonté que de le rester. Donc, on prend pas mal d'alternants et le but étant surtout, hein, de transformer l'essai après pour que ça aboutisse vers un CDI et que la personne rejoigne l'équipe. Aujourd'hui, on n'a jamais pris d'alternants ou de stagiaires, hein, sur lequel on n'aurait pas transformé par la suite. Voilà. Ok, donc elle vous dit merci dans le chat. Question suivante, c'est de Pauline. Oui, bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. Alors, j'avais deux questions du coup. Vous parlez du fait de vouloir baisser les coûts au maximum, mais sans toucher à la qualité. Mais j'imagine qu'il y a quand même des décisions sur le fait de baisser légèrement la qualité sur telle ou telle chose qui va quand même rendre un robot opérationnel. Et du coup, sur quoi décidez-vous de lésigner légèrement sur la qualité? Et du Oui, coup, c'est deuxième bonsoir. question. Ouais. Pardon. Et du coup, ma deuxième question, c'est aussi quel genre de carte de microcontrôleur utilisez-vous et pourquoi? Et est-ce que vous en avez dès que vous utilisez beaucoup? Et est-ce que vous regardez aussi constamment les nouvelles? Parce qu'il y en a tout le temps qui sortent de meilleure qualité et avec des nouvelles options très intéressantes. Et du coup, êtes-vous, euh, comment dire, pensez-vous vous diriger par exemple sur des nouveaux modèles à l'avenir, même sur des anciens robots que vous avez déjà finis, mais qui donneraient potentiellement, pour en revenir à la première question, des coûts plus bas mais avec une qualité encore meilleure. Et que ce soit sur les cartes ou sur d'autres composants. Hmm. Voilà. D'accord. Alors bonsoir, hein, merci pour cette question. Effectivement, donc c'est une bonne question. Euh, alors, il y a, comment dire, quand on parle de rapport coût-qualité, il y a trois manières d'aborder les choses. La première, d'un point de vue général, notre stratégie, vous voyez, dans la robotique, il y a par exemple deux stratégies. Vous avez vu le rover, hein, Perseverance, par exemple, qui a atterri sur Mars donc, la semaine dernière, hein, je crois. Le développement de ce rover a coûté 1,5 milliard. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la composante et dans l'ADN de la NASA, on conçoit from scratch avec des développements très faibles, donc TRL 0, qu'on va amener à du neuf, etc. Donc ça, c'est une méthodologie de développement qui fait qu'elle a des coûts astronomiques.
Aujourd'hui, quand on travaille, que ce soit sur des technologies spatiales, hein, pour des rovers ou des robots industriels, on prend plutôt la machine à l'inverse, c'est-à-dire regardons déjà ce qui existe sur Terre. Donc, prenons par exemple un robot industriel qui va faire du sourcing ou du sismique. On en développe pour l'entreprise Total et voyons comment la robustifier ou l'adapter dans un autre domaine. Donc, le fait en fait de partir d'une brique techno qui fonctionne et de pouvoir ensuite l'adapter dans un autre secteur, déjà, on va forcément faire des coûts d'économie structurelle sur le produit. Donc ça, c'est la première méthode de manière à pouvoir, je dirais, avoir des coûts beaucoup plus bas. Aujourd'hui aussi, on a quand même plusieurs robots catalogues. Donc, même si un industriel vient nous voir en disant, les gars, voilà, j'ai besoin que vous réfléchissiez sur une étude, on a quand même des briques technologiques qui vont pouvoir nous resservir. Et donc, on ne part pas from scratch. Sûr. D'accord? On ne part pas de zéro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors sur l'électronique embarquée, pour répondre à votre question, bien sûr et évidemment, on a un sourcing et une veille qui est obligatoire sur le domaine pour trouver les dernières composantes. Et les robots sont constamment, en fait, on travaille par génération. C'est-à-dire, le Colossus est voué à évoluer, hein. Il y avait le Gen 1 à l'époque, là on est sur la Gen 2 et on sera bientôt sur la Gen 3. Et donc, je dirais qu'il y a il y a un lifting du robot qui est fait sur les options, etc., mais aussi à l'intérieur surtout, pour trouver, comme vous l'avez très bien dit, les meilleurs composants avec le meilleur rapport coût-qualité-prix et surtout en termes d'innovation, parce que ça avance très vite. Donc, des choses qui n'étaient pas possibles il y a 4 ans, aujourd'hui, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive, on va pouvoir avoir des boîtes noires dans le robot pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le robot a pris des jets, est-ce qu'il y a eu un impact, qu'est-ce qu'il a fait, quelle a été sa mission, voire même donner la capacité à l'utilisateur de rejouer la mission en disant, bah regardez, ouais, là on est tourné à droite, il y avait un feu à gauche, on aurait dû passer par là. Tout ça, ça n'est possible que grâce aux nouvelles technologies. Donc forcément, on a un sourcing. Après, sur le choix des composants, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ce n'est pas un choix pour dénuer en qualité, mais ça se fait en orientant le client. C'est-à-dire que le client vous dit, par exemple, aujourd'hui, moi, je veux une caméra thermique. On va lui dire, OK, bah, vous avez FLIR qui fait des super caméras thermiques à 8 000 euros. OK, vous allez avoir du 640 par 480, une résolution de fou. Mais est-ce que vous avez besoin de voir à 1000 mètres? Je ne sais pas. Si vous avez besoin de voir à 30 mètres, bah, une caméra, peut-être pas FLIR, mais à 1000 euros, fera l'affaire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir baisser les coûts. C'est en regardant et en trouvant la meilleure adéquation entre le besoin du client, la mission, et trouver ce qu'il y a en face. Je vois. Bah, merci beaucoup pour la question. Et j'en profite aussi pour demander, par rapport à la question juste avant, vous avez parlé du fait que vous acceptez, enfin vous prenez des alternants ou stagiaires, mais de dernière année. Mais est-ce que vous êtes également intéressé par ceux qui viennent des écoles un peu spéciales, style 42, qui n'ont pas d'année d'études, parce que bah, ça m'intéresserait. Ouais, bien sûr, hein, pour la petite histoire, hein, donc Sophie Vigée, hein, qui est la directrice de votre école, de l'école C'est ça. 42, a intégré récemment le comité d'orientation stratégique de Charc. Donc on a de très bonnes relations avec Sophie Vigée et l'école 42, donc il ne faut pas hésiter à envoyer un CV aux ressources humaines. Bah, je le ferai. Bah, merci beaucoup Y a pas de et quoi. encore merci pour cette présentation. Prochaine question, est-ce que Philippe Guinard avait une question? Il me semble que vous n'avez pas terminé d'écrire dans le chat. Oui, pardon, désolé, j'ai mis un peu de temps à récupérer le micro. Non, c'était simplement Pas de pour souci. Cyril et Clara, très belle présentation. Et donc, sur les axes de développement, il est tout à fait autorisé à parler des marchés que nous avons ensemble. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Je n'irai pas plus loin, c'est que je ne suis pas là pour faire mon business de délire. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, pour reprendre la parole, effectivement, on vient, pour rebondir sur ce que dit Monsieur Guinard, hein, très récemment, on a remporté, enfin, on a été sélectionné, on est très honoré pour ça d'ailleurs, hein, d'avoir été sélectionné par l'UGAP, hein, qui est une centrale d'achat public, et qui va nous permettre, je dirais, de faciliter le dialogue avec les différents SDIS, donc les services départementaux d'incendie et de secours en France, mais aussi de faciliter, je dirais,
l'innovation grâce à l'UGAP, qui est une centrale d'achat et qui permet en gros de pouvoir accéder à des plateformes robotiques sans forcément ouvrir un appel d'offres comme c'était le cas avant, puisqu'en France et en Europe, on est soumis au règlement des consultations et des marchés publics. Donc, au-delà de 40 000 euros, il faut sortir un appel d'offres. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à l'UGAP, qui a fait preuve d'innovation, d'une grande innovation cette année, nous permet de pouvoir proposer 5 robots catalogues au catalogue de l'UGAP que je vous invite à regarder. Merci. Prochaine question, c'est celle de Thierry Giraudet. Oui, bonjour Cyril. Merci beaucoup pour votre présentation passionnante. Je souhaitais savoir comment est structurée aujourd'hui l'entreprise sur le plan d'ingénierie commerciale au niveau national et international. Et puis surtout ce que vous envisagez parce que vous avez une belle longueur d'avance, il faut certainement la garder et puis la développer aussi à l'international. Oui, bien sûr. Bonsoir, merci. Alors aujourd'hui, comment on est structuré, on a une force commerciale qui permet de répondre forcément aux besoins sur le marché national en interne. On a aussi d'autres vecteurs, comme je vous l'ai indiqué, comme l'UGAP en France, qui bénéficie d'une force commerciale de plus de 50 collaborateurs sur la partie robotique, avec qui on a eu l'occasion de dialoguer la dernière fois, qui eux vont pouvoir aller voir les services départementaux d'incendie et de secours. Donc je dirais qu'en France, la zone est bien quadrillée. À l'export, en revanche, on s'appuie beaucoup en fait sur le réseau des réseaux de distributeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Shark Robotics ne va pas répondre à un appel d'offres en direct, par exemple aux États-Unis. On va forcément avoir un partenaire local qui lui va acheter le robot et répondre à l'appel d'offres localement. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, sur ce genre de marché, on travaille avec les gouvernements étrangers, donc qui vont acheter pour les sapeurs-pompiers ou dans le domaine de la défense ou des industriels. Les clients veulent un distributeur local pour favoriser, je dirais, le business localement, mais aussi avoir la capacité de maintenir le robot et de pouvoir le réparer s'il y a un problème. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur tout un réseau de distributeurs qui a été sourcé pendant plus de 4 ans grâce au travail de Business France, de la direction du renseignement de sécurité de défense, la DRSD, et voilà, l'aide aussi de DCI, de la coopération internationale. D'accord. Donc c'est plus sous forme d'une animation, peut-être d'un réseau de distributeurs que vous l'envisagez. Complètement. C'est comme ça qu'on travaille à l'export. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat. Il y a une dernière question de Corentin Amarguer, je ne sais pas comment on dit, pardon. Il n'a pas de micro, donc la question c'est, comme vous l'avez dit lors de cette conférence, vos robots sont conçus afin de consommer le moins d'énergie possible. Ainsi, l'aspect environnemental impacte-t-il d'autres éléments de la conception de vos produits et apportez-vous beaucoup d'importance à cet aspect environnemental? Bonsoir, oui, bien sûr, c'est une très bonne question. C'est pour ça qu'aussi, dès le lancement de Shark, on voulait faire des drones terrestres 100% électriques, même si le lithium revêt certains risques quand même et particularités, qui est celui du risque d'emballement thermique. C'est pour ça qu'on a développé aussi Shark Energy, qui est la société sœur de Shark Robotics. Et Shark Energy, en fait, on a déposé plusieurs brevets dans le domaine de l'énergie. On conçoit et on fabrique nos propres batteries qui intègrent aujourd'hui tous nos robots. Donc on achète la chimie des fournisseurs français. En revanche, on a breveté un procédé d'assemblage au laser notamment, qui nous permet de résister à des très hautes vibrations, des très hautes températures. Donc on a plusieurs brevets là-dessus, qu'on a appelé la batterie extrême, qui intègre aujourd'hui tous nos robots. Donc effectivement, l'impact est très justement, ça l'est de plus en plus. Aujourd'hui, on voit que la plupart des clients ont, je dirais, une appétence pour tout ce qui est HSE de manière générale, donc que ce soit sécurité, humain, mais aussi environnemental. Et on travaille sur pas mal de projets pour donc des robots green, c'est-à-dire notamment sur les batteries, mais aussi sur les composants, c'est-à-dire que ce soit des composants faciles à recycler, qui ne détruisent pas la nature et l'environnement. Donc c'est une composante à prendre en compte aujourd'hui et qui est de plus en plus regardée, je dirais, dans l'écosystème. Et on voit que même dans les appels d'offres, il y a certaines notations maintenant qui prennent en compte ces facteurs-là. Oh bah, merci beaucoup pour toutes vos réponses, Cyril. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je crois pas. Bon, ben, merci à tous pour votre participation et encore merci Cyril pour cette présentation très intéressante. Bon, ben, on organise très régulièrement des événements, donc n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn, donc HR Team Group, pour connaître les prochains événements qui viendront dans les semaines et dans les mois à venir. Le 31 mars, on reçoit Philippe Croison pour un événement sur le dépassement de soi. Donc, Philippe Croison, c'est un athlète qui a été amputé des 4 membres et qui a quand même traversé la Manche à la nage et fait plein d'autres exploits comme ça sportifs. Donc, il viendra nous parler du dépassement de soi. On aura d'autres événements techniques aussi d'ici la fin de l'année, bien sûr. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup d'avoir participé à cet événement. Merci encore Cyril. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.